Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc qui fait des spécifications autant pour le résidentiel, commercial qu'industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que le manufacturier Frankie, qui est un manufacturier en équipement de cuisine, donc des éviers, de la robinetterie résidentielle et commerciale. C'est Lajoie qui les représente, donc vous pouvez les contacter pour avoir des spécifications. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer un super bon ami à moi, Jean-René Arros de L2C. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Jean-René, bienvenue au podcast. J'ai encore de la misère avec mon micro. Là. Exactement, bon, tu vas voir, ça va bien aller. Là, on parlait un peu quand on s'est laissé la semaine dernière sur ton parcours dans l'immobilier, tout ça, tes débuts dans l'immobilier. À quel moment tu fais le switch? Parce que, tu sais, Groupe SM... tu avais tout pour être heureux. Je comprends que tu n'étais pas ton patron, mais tu étais quand même un intrapreneur en formation, tout ça. Tu devais quand même t'y plaire, en tout cas. Bien, en fait, Groupe SM avait vraiment tout pour que je puisse évoluer dans la compagnie, sauf une chose, la possibilité de posséder cette compagnie-là. Tu sais, c'était une hiérarchie monarchique, le Groupe SM. Donc, peut-être que j'avais été dans un autre contexte. J'aurais été un entrepreneur hyper épanoui. Peut-être pas, j'avais toujours mon idée de propre boss qui est le petit... Pas le petit diable, le petit conseiller qui est là sur ton épaule qui te parle. Mais il y avait vraiment des conditions gagnantes pour arriver là. Mais sachant très bien qu'à long terme, c'était impossible. 2-3 coups d'avance. Fallait que je parte mon entreprise. Fait que là, tu as fait combien de temps chez SM? 3 ans. 3 ans? 3 ans chez SNC, après 3 ans chez SM. Donc, j'ai parti LGL, dans le fond, avec 3 autres partenaires que j'avais rencontrés chez Groupe SM. Dans le fond, j'avais rencontré Pascal, il était venu 3 semaines chez Groupe SM. Lui, c'était un expert en BIM, technicien. J'avais rencontré Olivier Martin chez Groupe SM aussi. Puis on avait tous des skills différents. T'sais, il y en avait un qui avait un PhD, l'autre qui avait sa maîtrise. Moi, j'avais comme un background généraliste, administration. Pascal était fort en BIM, en Revit. Mais là, c'est-tu le Pascal que je connais aujourd'hui? Oui. Okay. Oui, le même Pascal. Tu sais, fait que on est. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est des forces complémentaires parfaites. C'est mon équipe de basket. On est là, on est différents. Ça va faire un super brand. On va pouvoir présenter qu'on a comme 4 experts en structure, mais on couvre tous les domaines de la structure. Fait que là, moi, je voyais un brand incroyable. J'ai dit, hey, le packaging de ça ressemble à quoi? C'est quoi le marché de ça? Fait que là, je commençais à triper mon petit côté administratif, marketing. J'étais comme, hey, on a une équipe, on a une équipe gagnante, on a des Avengers pour aller combattre les méchants, là, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme une recette parfaite. Fait qu'on en parle, on fait des dîners, ces choses-là. Puis on fait, on le fait. On le fait. Puis moi, j'avais déjà, en parallèle, parce que j'étais autonome, j'avais déjà créé un petit logo, j'avais créé un site web. J'ai dit, hey, les gars, le Crest LGL, ça fait-tu votre affaire? Ils ont dit oui, on embarque, on se fait confiance, puis on y va. Fait que là, il fallait l'annoncer à mes mentors, finalement. Là, des gars que je respecte beaucoup, que j'ai même pas reparlé depuis, d'ailleurs. Peut-être que je leur donne un coup de fil. Fait que là, on rencontre Jacques, va dîner. Bon, on part avec la moitié du département, puis on ouvre un bureau. C'était un peu ça, parce là. Que tout le on monde, était comme 10 là, dans le bureau. 10, tu pars avec la moitié du club. On part 3. Pascal était chez Pascal Saint-Jean à l'époque, mais il reste que 3 sur 10, c'est quand même 30% de ton staff qui part. Là, puis, te connaissant, puis connaissant un peu les gars, ça restait que c'est des kingpins. Là. Ouais. Fait que tu pars pas avec des chaudrons. Là. Tu pars c'est nous autres qui roulaient la rentabilité du département. Il y avait d'autres super bons gars qui faisaient une bonne job aussi, mais c'est sûr qu'en termes de rentabilité, on était un peu la relève aussi qui était présente dans l'entreprise. Donc c'est sûr que c'était un gros morceau qui s'en allait. Puis Jacques, c'est vraiment correct. Il a dit, écoute, Jean-René, c'était évident que tu allais faire ça. Mais je pensais pas que tu allais partir avec Martin et Olivier en même temps. Là, fait que l'histoire pour Groupe SM a fini comme ça. Puis, on a fini comme en sous-traitance un aréna à Boucherville qu'on était en train de finir pour comme commencer l'entreprise. Parce qu'encore une fois, je savais bien qu'en partant avec 30% du staff, il n'y avait pas le choix de nous sous-traiter une partie de la job.
Comme ça, t'avais ton premier client. J'avais mon premier client. Ça me permettait d'étudier le marché, de regarder comment ça se passe, ça va être quoi nos niches, ces choses-là. Fait que le branding avait bien été établi pour LGL. On est 4 experts en structure, mais qui complètent chacun le domaine de la structure. Un qui est plus domaine universitaire, recherche, un qui a sa maîtrise, un qui est plus le Jack of all trades, qui était moi, l'administration, un bon CV aussi dans tout. Puis on avait l'expert en BIM, donc c'était parfait. Fait que moi, j'ai fait du spam. Là. J'étais sur l'ordre des architectes, j'ai pris tous les courriels qui existaient, j'ai regardé chacun des films, c'était qui les associés. J'ai envoyé un courriel de sollicitation à une nouvelle firme, on peut vous aider, ces choses-là, pour voir ce que le marché avait besoin. Parce que dans le fond, quand tu pars, tu arrives dans un domaine comme PSM SNC, tu as fait du public, un peu de privé on the side, tu ne connais pas le marché. Faut que tu le testes, faut que tu l'étudies. Puis ces données-là, elles ne sont pas sur Google. Tu n'as pas marché de génie en structure, what's up? Tu sais? Ouais. Fait que fallait que je gère mes risques. Fait que là, j'ai été tester le marché. Fait que j'ai envoyé des courriels à des entrepreneurs, à des sous-traitants, à des architectes, juste voir qui répondait, puis c'était quoi les besoins du marché. Fait que là, j'ai pu voir, OK, il faudrait orienter nos énergies là. Hein? Low effort, high reward. Là. Fait que là, on a pu commencer à orienter nos efforts aux bons endroits. Puis à partir des partenaires d'affaires comme toi à l'époque, puis d'autres personnes à l'époque, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, quand tu pars en business, puis tu travailles, puis tu termines ton marché, puis tu es capable de bien expliquer ton branding, tu finis à un moment donné par closer un client, qui t'amène un autre client, qui amène un client. Puis là, la roue se met à tourner. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un ingénieur mécanique, Sylvain Paquet, qui est PSP. Il y avait un petit groupe. Puis lui, il y avait un client, puis il se faisait rentrer dedans par un compétiteur qui faisait structure puis mécanique. Fait que là, il me disait, hey, écoute, ça serait le fun que tu viennes avec moi, on serait comme ensemble. On faisait chacun nos services à part, mais ça me ferait comme une barrière pour compétiner l'autre compétiteur qui faisait mécanique puis structure. Fait que ça nous a permis de closer notre premier gros client qui nous amenait du gros volume d'affaires. C'était qui? C'était Trigone. OK. Trigone à l'époque avec Christian Faubert. T'sais. Fait que ça a été un client vraiment qui nous donnait notre chance. Je dis, check, c'est pas compliqué. Il me dit, c'est beau, vous êtes 4, vous êtes 5, vous êtes 6. Fais pas d'erreur sur les plans, puis ça va bien aller. C'était pas compliqué, là, tu sais. Puis, nous, on avait quand même certains standards qualité qui nous a permis d'amener la construction de structure de Trigone aussi à un autre niveau, parce qu'on avait certains standards qualité, puis on le contrôlait bien. Puis ça a bien marché, puis ça a permis de faire rouler la roue, puis de se faire nos dents aussi en même temps, là. Parce que quand tu vas pas au nouveau bureau, tu fais des nouveaux sets de plans, des nouveaux standards, des nouveaux détails typiques. Faut que tu montes la structure, la base, les nouvelles notes de calcul, les nouveaux fichiers Excel, les nouveaux logiciels. Puis, on était quand même green à l'époque, là. Moi, j'avais 28 ans. Ouais, c'est ça. T'avais. Oui, j'étais sorti de 22 ans à Polytechnique, mais j'avais 6 ans d'expérience. Là. C'est ça. T'avais 6 ans d'expérience dans ça, sauf que à 22 ans, tu faisais déjà des petits contrats. C'est ça. Tu avais quand même déjà un bon bagage. On était en mode accéléré, mettons. Là. On avait connu l'entrepreneur, on avait connu le type de projet. Fait qu'à 28 ans, on était quand même green. Moi, j'étais le plus jeune des 4 de mémoire. Les autres avaient peut-être 29 ou 30. Là, mais on était quand même assez jeunes. Donc, quand tu es jeune, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir toute l'arrogance que tu veux. Là, pas nécessairement de l'arrogance, mais on dirait que tu peux te permettre plus d'erreurs parce que... Ben, en fait, c'est ça, tu peux te permettre plus d'erreurs parce que tu as plus de temps pour te rattraper. Hein? C'est comme compound interest. Hein? Si tu investis plus tôt, ben, tout à l'heure, ça va rapporter plus tard. Tandis que si tu prépares ta retraite juste à 50 ans au lieu de 20 ans, ben, ça va te coûter cher. Fait que c'est un peu la même chose. Tu peux te permettre de faire des mauvais placements au début de ta carrière, mais fais pas trop de mauvais placements quand tu es sur le bord de ta retraite et tu as besoin de cet argent-là. Fait que c'est un peu ça. Nous, on se permettait de faire des erreurs, puis d'essayer, puis d'aller dans des nouveaux matériaux que les gens ne voulaient pas aller. On allait dans l'acier léger, le monde n'aimait pas ça. On allait dans le bois, le monde n'aimait pas ça. On allait dans tous les secteurs que les gens ne voulaient pas aller parce que j'avais testé le marché. J'ai vu que le monde du 2x6 puis de la poutrelle puis du bois d'ingénierie n'aimait pas ça parce que c'était dur à calculer. J'ai vu que le monde calculait du tonne métallique, faire des high-rise avec ça, le monde n'aimait pas ça. Donc, on allait dans ces zones-là, toujours avec le branding, on est 4 experts, puis on peut t'aider dans n'importe quel matériau. Donc, viens nous voir, on va l'ouvrir le code, puis on va l'apprendre en même temps, puis on va réussir, on va parler aux différents intervenants. Puis, LGL, ça avait quand même bien parti. On était rendu, je pense, 8. Puis ça l'a éclaté. On est parti de business, puis ça a éclaté tôt. Là, ça a éclaté chicane d'associés. Ça faisait 18 mois. 18 mois qu'on était en affaires. Attends un peu. Vous avez le vent dans les voiles, tout roule bien, puis là, au bout de 18 mois... Mais on a le vent dans les voiles un peu artificiel. On a le vent dans les voiles parce que on a, mettons, 3 associés qui tiennent le bateau. Un qui est un peu plus mouton noir, malheureusement. Puis ça clash avec les différents associés.
Fait que moi, j'étais prêt à... Je suis un gars qui est capable de tolérer beaucoup de choses. Fait que j'étais prêt à vivre avec toutes les différentes personnalités et les différents conflits. J'ai assez de recul avec ça. Puis je me dis, bon, si la personne m'apporte suffisamment dans l'équation de l'équipe, c'est correct. Des conflits émotionnels, OK, mais tu sais, je suis pas tant dans l'émotion, encore une fois. Je suis capable d'avoir un recul par rapport à ça. Même si j'ai pleuré tout à l'heure, là, mais je garde un recul par rapport à ça. Puis rationnellement, je me dis, ben, OK, il apporte encore ça, lui, il apporte encore ça, tu sais. À un moment donné, c'était trop. C'était trop. Ça commençait à nuire à l'entreprise. Pour que ça arrête à 18 mois, il faut qu'il y ait eu des conflits qui ont commencé avant, on s'entend. Là. Fait que c'est vraiment une courte période. Fait que tu es heureux, tu te pars de business, tu fais une business de service basé sur ce que les gens pensent de toi. Hein, en service, tu es le meilleur de ce que les gens pensent de toi. S'ils pensent que tu es bon, t'es bon. Mais même si tu es le meilleur au monde, si tout le monde pense que tu n'es pas bon en service, tu vaux rien. Tu vaux rien. T'sais. Fait que là, on s'entend que tu as un nuage noir sur une business. Tu es obligé de te rencontrer les 4 associés, d'annoncer à notre associé que ça ne marche pas, ben il faudrait que tu quittes la compagnie. Écoute, c'était une grosse étape là, comme entrepreneur. Ça fait 18 mois que tu es en business, ton cash flow, tu survis, c'est correct. Nous, on est toujours des conservateurs. Quand on part de sa business, on ne sait pas verser de salaire pour ne pas être sur la marge de crédit. Puis à un moment donné, tu récoltes les comptes puis tu t'en sors. Donc, gestion hyper lean de la compagnie. Mais de dire à quelqu'un, hey, en passant, faut que tu quittes parce que ça ne marche pas. Ben c'est dur parce que avant cette personne-là, tu le côtoyais. C'était un partenaire d'affaires. Donc, ça reste que l'humain en arrière, mettons, en dehors de la job, ça devait être quand même quelqu'un que... Plutôt, on était capable de s'entendre, puis de prendre une bière, puis d'avoir du fun. Exact. Fait que c'est ce côté-là. Puis le côté affaires, des fois, ils disent tu mélanges pas la famille avec les affaires, principalement parce que en affaires, t'es tel type de personne, puis en dehors, t'es un autre type. T'sais. Puis je suis un peu... C'est la même chose avec ma copine. Elle me voit aller des fois en immobilier, puis elle me dit on dirait que t'as pas d'émotion. Non, mais là c'est... Je suis en mode business. Là, je suis en mode business. Ouais. Quand on se parle, on se prend une bière, se terrasse, puis on refait le monde. Là, je suis en mode Bruno personnel. C'est ça. Ça veut dire que t'as un petit côté samouraï, toi aussi. Exact. T'es en mode guerre, war, t'es là pour tuer, puis sinon, ben, t'es en mode on s'amuse. Puis exact. Fait que ça a dû être quand même émotionnellement difficile, mais aussi niveau énergie, parce que t'es en start-up, 18 mois, t'es au début des premiers balbutiements. Fait que là, tu mets énormément d'énergie à les prochaines étapes, puis il faut que ça aille bien, puis gérer le cash flow, gérer toutes les affaires. Puis là, du jour au lendemain, bang, tu frappes un mur. Oui, mais ce qui était étonnant là-dedans, mes 2 associés l'avaient pris plus dur, de façon négative, d'être agressif, frustré. Moi, j'ai été... Tu sais, c'est moi qui ai annoncé à notre associé qui devait partir. Puis, j'étais assez serein avec ma décision. Dans le sens que mes autres associés, ils m'ont dit ça marche pas, ça va exploser. Parfait. On l'annonce, on passe à autre chose. C'est quoi les prochaines étapes? T'sais? Moi, j'étais déjà en prochaine étape. Fait que là, appelle un avocat. Qu'est-ce qu'on fait? On peut vendre des actions? Combien ça vaut? Etc. Puis, comme entrepreneur, tu fais les affaires malhabiles. Tu apprends les faisant. Puis on est beaucoup là-dedans, on rentre des murs, tu apprends les faisants, puis après tu corriges, tu rajustes ton tir. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a malhabilement demandé à notre comptable de faire une évaluation, on a demandé à un avocat de regarder c'était quoi les options. C'était pas des experts dans le domaine. Notre ancien actionnaire, au début, voulait vendre ses actions. Finalement, il voulait trop cher pour les actions. Fait que là, on a dit, c'est quoi les options? Mais il dit, vous entendez pas, vous devez liquider. Fait que là, on a commencé à liquider. Là, il y a un autre avocat qui nous a dit, tu peux pas liquider comme tu veux, là, ça te prend un liquidateur. OK, c'est quoi, c'est un liquidateur? Ça mange quoi en hiver? Mais ça, c'est un comptable qui vient vérifier que vous faites bien votre travail, que vous n'êtes pas en train de frauder. Mais parfait, mets-moi un liquidateur. Mais c'est long, là. Oui, parce que l'autre associé, il n'est plus dans le business. Là. Non, lui, il n'est pas dans le business. Mais il possède toujours, dans le fond. Oui, c'est ça. Il quitte, ben, il se fait remercier. Puis là, eux autres, le liquidateur, lui, il veut juste s'assurer que... L'avoir des actionnaires est encore là. Oui, c'est ça. L'avoir des actionnaires et que... Il n'y a pas un petit 100 000 qui part dans les poches des droits qui restent pour s'assurer que tout soit lean. Puis ça, on l'a super bien fait, mais ça a été vraiment long. Puis moi, comme entrepreneur, je suis impatient. Là, ça a pris un bon 6-7 mois là, avant que l'éducateur rentre en fonction. Là, il rentre en fonction, je pense, en septembre, ce qui nous a permis de pouvoir dire, écoute, LGL est en liquidation. Là, il faut repartir de zéro.
un nouveau cash flow, encore une fois, pas de paye, un nouveau branding, des nouvelles ressources dans L2C. Fait que, puis ce processus-là, on a passé par des avocats, puis c'est pas encore fini aujourd'hui. On n'a toujours pas passé en cours pour régler ce litige-là. Puis on a eu des chances de régler, on s'est pas entendu, là, finalement. Bon, des itérations, puis c'est ce qu'on dit entre les actionnaires, c'est peu importe le résultat, tu sais, puis nous, on est confiants dans notre dossier, ça c'est clair, il est solide, il est bien monté, mais cette expérience-là qu'on vit là, qui va avoir duré 8 ans de litige, finalement, là, moins 18 mois, mais c'est une belle expérience comme entrepreneur. Il faut apprendre de ça. Exact. Il faut apprendre comment bien faire un contrat d'associé rapidement puis le signer. Il faut apprendre du processus légal aussi qui vient avec ça. Il faut apprendre la relation qu'on a eue avec les avocats. Il ne faut pas qu'il faut fuir. C'est pas, je dis pas, garagez-vous vers les litiges, c'est un bel apprentissage. C'est pas payant, ça, mais tant qu'être dedans, là, vis-le au complet. Puis apprends de ça, puis passe à une autre chose. Fait que moi, j'ai toujours pris comme ça. Puis même si initialement, c'est des gros enjeux financiers, payer un avocat, payer des actions, ces choses-là, j'ai tout le temps vu, c'est pas grave, on a déjà reparti de zéro avant, on va pouvoir repartir de zéro, ça sera pas un problème. On est en début de carrière, là. Tu sais, le montant aujourd'hui, que ce soit 5 000, 100 000, 1 million au début de carrière, il est pas grave, là. Il te reste 80 ans pour te reprendre, tu sais. Fait que tout le temps vu comme ça. Puis, avec les années, mes associés aussi qui sont aujourd'hui dans le dossier, ont fini par le voir comme ça aussi. Fait d'avoir un recul par rapport à la situation, puis de vivre l'expérience du litige qui est totalement désagréable, mais qui va faire notre bagage. Puis si un jour, mes enfants se partent en business ou non, ou si un jour je coach mes futurs associés, ma relève, bien, cette expérience-là, je vais pouvoir leur donner. Ouais. Fait que je vais pouvoir la partager. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ce partage-là. Puis je pense que ça peut être intéressant de pouvoir repartager ce partage-là de litige, de contrat d'associé, de relations avec les avocats. Parce que ça fait partie du package que tu veux pas comme entrepreneur. Tu vas avoir à faire affaire avec ça, à négocier ce genre d'éléments-là. Puis, s'il y a quelqu'un, écoute, qui peut te passer sa palette puis te montrer comment scorer un but ou comment manœuvrer là-dedans, ben écoute, je pense que c'est juste un bagage intéressant. Puis encore une fois, il faut voir 2-3 coups. Fait qu'il faut le voir à la relève, la deuxième relève. Est-ce que cette information-là, ce coaching-là, va pouvoir suivre les années, tu sais? Ouais, mais je suis content. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je voulais que tu viennes au podcast. Tu sais, souvent... tu sais, je regarde énormément de podcasts sur l'entrepreneurship, tu sais, puis... c'est tout le temps... J'ai fait 8 faillites, puis après, je suis devenu milliardaire. Ouais, c'est ça. C'est comme si les gens voient « je fais de faillite, j'ai fait ça. » Quasiment une histoire Cendrillon, là. Mais la réalité, c'est un peu ce que tu vis, là. Puis ça, quand tu m'avais parlé de cette situation-là, je te trouvais extrêmement bon je trouvais que tu avais une belle sagesse dans ça parce que tu as mis le côté émotionnel vraiment de côté pour passer à travers ça, tu sais. Oui, parce qu'il faut que tu sois constructif. Faut que tu penses tout à ta prochaine bataille de samouraï, là, tu sais, quand la bataille est presque finie. Donc, dans cette optique-là, faut que tu te prépares. Puis, tu sais, je te disais que j'aime mes risques. Moi, j'aime pas ça prendre des risques. Quand j'ai annoncé à notre ancien associé qui partait de LGL, il fallait qu'il quitte, ça marche plus, bon, des gros conflits. J'étais aussi en gestion de risque. J'étais en train de dire, OK, j'ai-tu plus de risque de le garder ou de le perdre ou de perdre mes autres associés? On était en gestion de risque, là, tu sais. Fait qu'il fallait penser à l'avenir. On dit, bon, écoute, LGL, on a bâti quelque chose. Puis même chose, quand on a prédécidé, quand on a trouvé qu'on ne pouvait pas s'entendre sur l'achat d'actions de façon facile, encore une fois, c'est quoi les options? On est en gestion de risque. Comment qu'on liquide? OK, si on prend une nouvelle compagnie, c'est quoi? On fait une nouvelle compagnie avec un nouveau brand, une nouvelle façon de voir. Tu sais, LGL, c'était vraiment les 4 experts, PhD, maîtrise. L2C, on est vraiment dans l'optimisation des coûts. On est vraiment ailleurs en termes de branding. Donc, c'est le fun. On n'est plus vraiment séparés, même si on est dans le même domaine. Séparer les brandings, séparer les éléments clés, puis recréer de nouveau. Puis ce qui est intéressant, c'est que mon expérience dans LGL m'a permis de tester le marché. Fait que quand on a commencé L2C, j'avais déjà une expérience de testing, dans le fond. J'avais déjà fait comme des essais-erreurs, dans le fond, dans LGL. Donc, cette expérience-là personnelle d'entrepreneur m'a permis de créer un rise-up dans L2C. C'est-à-dire que, tu sais, L2C, on est passé de quoi 3-4, finalement, en 50, en un peu moins de 6 ans, finalement. Dans LGL, on n'aurait pas réussi ça. Parce qu'on l'aurait peut-être réussi différemment, mais... Exact. Dans L2C, j'avais le background pour le faire. Je m'étais auto-pété la gueule, finalement. puis en s'auto-pétant la gueule, tu apprends des choses, puis ce bagage-là, tu l'amènes dans tes autres compagnies qui te permet d'aller rapidement
à une croissance structurée, ordonnée, dans laquelle il n'y a pas de risque finalement, même si tu es entrepreneur. Tu sais, un de mes mentors me disait, puis tu sais, c'est quand tu dis tu t'es comme un peu peinturé dans le coin, pété à la gueule, tout seul, tu sais, parce que souvent, quand on commence une business, on commence en disant côté prix, on est super agressif, on est bon, tu sais. Puis un de mes mentors me disait, non, tu sais, ça c'est une des premières erreurs, tu sais. Je comprends que tu commences, mais assure-toi de ton prix, parce que une fois que tu fidélises un client avec tel type de service, là on parle du prix, mais c'est aussi donner, mettons, plus de services que la normale, bien là, tu fidélises le client à voici ce que tu t'attends. Mais lui, là, le prochain contrat, il s'attend exactement à ça. Puis l'autre d'après, même affaire. Fait que si tu en as trop donné ou tu n'as pas chargé assez cher, trop en donner, j'y crois pas, mais si tu n'as pas chargé pour, après ça, tu vas. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans LGL, on priceait mal, mais pas parce qu'on pensait qu'on était bas, c'est parce qu'on manquait d'expérience. Dans le dossier, on a pu se positionner dans le marché. Quand on a commencé le dossier, il y a des compétiteurs qui sont arrivés, qu'eux étaient dans le low pricing, vraiment. Nous, on te dit, parfait, nous, on va t'offrir une valeur ajoutée. Je vais te démontrer pourquoi on est capable de mieux optimiser les coûts que les autres. Puis on a réussi à devenir un peu une référence là-dedans dans les matériaux de béton, de bois, d'acier léger, d'acier lourd, de maçonnerie. On a réussi à se démarquer, de dire, non seulement je te dis que je t'optimise les coûts, mais je vais te mettre un chiffre dessus. Puis voici comment je réussis à le faire. Puis voici comment que je travaille avec le géotechnicien pour y arriver. Voici comment je travaille avec les sous-traitants pour y arriver. Fait qu'on s'est rapidement démarqué de pas juste dire, nous, on optimise les coûts. Voici comment on va le faire. Puis voici comment ça vaut. Veux-tu sauver 2 millions? Veux-tu sauver... c'est à peu près ça. Là. Je me souviendrai tout le temps, quand j'ai été ton client, une année, tu es arrivé en meeting, puis là, OK, regardez, tu peux aller avec l'autre, fine, pas de trouble. Est-ce que tu veux sauver tant de millions? Ben oui, là, on est en construction, c'est sûr que ça m'intéresse. Parfait. Bon, voici notre offre de service, voici comment on va régler. Ouais. Non, mais c'était un excellent marketing, mais tu as été capable... Faut le prouver. Oui, c'est ça. Ben ça c'est un autre dossier, puis ça, je veux qu'on en parle, mais tu sais, tu es arrivé avec un marketing complètement différent d'LGL qui a fait en sorte que, ben, tu as comme pris tous les contacts, tu as fait comme une étude de marché avec LGL, puis avec L2C, tu es parti avec voici comment je veux créer la business. Oui, parce que le marché m'avait donné une réponse, je savais ce qu'il avait de besoin, puis je savais ce qui était manqué. Il manquait deux choses, là, le ça dans la business. Bon, la qualité du service, ça revient tout le temps, là, le monde ne répond pas à ces choses-là. Fait que ça, c'était facile à régler. Là. Prends ton téléphone et réponds, puis prends tes courriels et réponds. Mais il n'y avait pas personne qui focusait sur dire hey, les coûts de construction, comment on peut les optimiser? Comment on peut mieux optimiser que les autres, comment on peut utiliser la technologie pour le faire, puis c'est beau de le dire, mais comment tu le prouves? Puis et là, la grosse difficulté, les gens ne sont pas capables de le prouver, parce qu'ils ne sont pas structurés dans leur méthode. Fait que nous, quand on a avancé à L2C, là, mon petit côté samouraï a ressorti « How to kill ouais. ». Ben, comment tu veux le prouver? Ben, la réalité, c'est assez agressif. Il faut que tu appelles ton compétiteur, tu dis « Ben, ton client m'a engagé, puis je vais refaire ton plan ». Fait que là, ton compétiteur, il n'est pas content. Là, tu te fais un ennemi. Puis là, tu reprends le plan. Tu fais sauver 1,5 million. Puis là, ton client, il fait comme comment tu as fait ça? Là? Mais je rentre pas dans le technique. Puis il fait après, lui, il te pose plus de questions. Il donne tous ses contrats. Puis c'est comme ça qu'on a bâti la roue. Oui, vas-y. Ouais, okay, mais moi, il faut absolument que je te parle de ça. Tu sais, en ingénierie, mettons, mécanique, électrique, moyen de faire sauver des systèmes différents, de l'expérience sur certains systèmes. Puis là, je ne veux pas simplifier la structure, mais ça reste des poutrelles d'acier, du béton, de l'armature. Moi, ça me fait capoter à toutes les fois. Tu sais, mettons, tu arrives et tu dis, regarde, moi, j'ai trouvé une affaire 200 000 de différente. Parfait, regarde, 200 000, OK. Tu sais, il y a peut-être fine-tuné un peu plus le plan. 1,5 million. Ouais. C'est assez incroyable. C'est une gestion de risque. Que certains ingénieurs mettent un facteur de sécurité de 4, puis l'autre met un facteur de sécurité de 2. Comment ça marche? C'est un mélange de beaucoup de choses, dont ça, mais c'est beaucoup plus macro que ça. Faire sauver de l'argent, ça part d'une stratégie globale d'un projet. Où tu t'installes? C'est quoi ton sol? C'est qui ton architecte?
c'est quoi ton besoin d'usager. Du moment que tu sors de ta cassette de moi, je fais juste calculer les poutres des colonnes, le mieux que tu peux faire, c'est suivre le col à la lettre puis le calculer direct sur le pile. Fait que oui, il y en a qui se donnent une grosse marge, font un facteur de 2, 3. Fait que là, il y a une marge, parce qu'il y en a qui se laissent des marges, mais il y a une couple qui sont capables de calculer. Ou tu vas à un autre niveau. Compétences transversales. Avec qui tu travailles? Tu travailles avec des géotechniciens. Il y a beaucoup d'argent dans les fondations. Tu travailles avec des architectes. L'architecte, c'est important son travail. Mais l'architecte qui détermine les usages, la forme du bâtiment, détermine pas tellement sont où les colonnes. Tu sais, si je suis capable de te faire le même usage avec les mêmes besoins que tu as, tes mêmes aménagements, mais avec tes colonnes mieux placées qui me permettent de réduire les efforts dans ma structure, je t'enlève rien comme architecte, mais je donne du cash à mon client. Je donne une valeur ajoutée. Fait que c'est comme ça que tu peux te positionner, mais tu ne peux pas le faire tout seul. Faut que tu le fasses en compétences transversales, en équipe, puis il faut que tu comprennes la situation de l'autre. Puis où c'est mal maîtrisé, c'est que souvent l'ingénieur va faire son petit bout, va dire, ben moi, comme je dis, je fais la colonne, je fais la poutre, je fais l'armature. Maintenant que tu te positionnes, tu dis, OK, moi, je fais un empattement, une fondation. OK, l'empattement est touché au sol. C'est qui s'occupe du sol? C'est le géotechnicien. Son rapport, il est-tu bon? OK, comment on fait pour évaluer que son rapport est bon? On va le lire, on va aller voir les forages. OK, c'est quoi un bon géotechnicien? Comment il fait ses calculs? OK, étude le manuel canadien des fondations, tu sais, c'était l'article. OK, on va lui sortir ces articles-là. On va voir si son rapport est bien fait. Puis là, on va lui demander, OK, c'est beau, c'est intéressant ce que tu as fait, mais tu as du til, là. OK, pourquoi que tu as tant de déplacements? Moi, je veux travailler avec plus de déplacements. Peux-tu me donner plus de capacité? C'est drôle, tes indices N sont très élevés, mais ta capacité portante est faible. Moi, mais les 1000 rapports que je lis, d'habitude, on a plus fort que ça. Ça se peut que tu sois trompé dans tes calculs, tes forages sont-ils mal faits, ton petit dans le pressiomètre. Fait que là, tu encadres ton géotechnicien, puis tu lui montres que toi aussi, tu connais ce qu'il fait, juste assez pour dire, hey, si tu travailles en équipe avec moi, là, first, là, je vais t'en envoyer des contrats, mais je vais rendre ta profession valorisante. Puis c'est ce que je fais maintenant avec les géotechniciens. Aujourd'hui, les géotechniciens qui sont bons, ils nous adorent chez le dossier. Pourquoi? Parce que je dis au client, là, lui, là, ça vaut la peine de le payer plus cher. Parce que mes résultats vont être bons, puis toi, tu vas sauver des milliers, des centaines de milliers de dollars en fondation. Fait que je me bâtis des équipes, puis je leur dis, ben écoute, lui, il est expert pour telle raison. Puis malheureusement, lui, il ne fonctionne pas pour telle raison. Pas de problème, tu veux travailler avec lui qui ne fonctionne pas, on va lui poser des questions, on va le challenger. Puis si j'ai pas les résultats, ben on va aller voir ailleurs. Fait que ça, c'est le samouraï. J'accepte pas que quelqu'un me dise non. Par contre, j'accepte que tu m'expliques pourquoi tu me dis non. Parfait, je comprends ton besoin. Maintenant, comment on peut transformer ton non en autre chose? Ouais. OK? Je parle des déplacements. Souvent, en structure, on parle de 20 mm de déplacement, 25 mm de déplacement. OK? Ta capacité avec 25, c'est ça. Parfait. On peut-tu travailler avec 35 mm de déplacement? C'est pas standard. Je le sais. On va le faire ensemble. Moi, je vais travailler avec les contrôles de déplacement. Toi, tu vas travailler avec des modèles numériques pour gérer les déplacements. Puis on va regarder ensemble les déplacements différentiels. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis il faut que tu comprennes la profession de l'autre. Puis si tu ne rentres pas dans le détail technique, donc dans le micro, à partir du macro qu'on parlait tout à l'heure, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu vas rester dans ton petit bout, ton code de structure. Fait qu'il faut que tu sortes de code de structure assez pour ramener les bonnes personnes autour de toi. Puis c'est la même chose que l'architecte. L'architecte, ils font des bons concepts, mais ils ont des usages. Donc, OK, tu as des pièces aux 10 pieds. Puis, tu as, mettons, 2 chambres, une cuisine, une chambre. Bon, ça fait 30 pieds. Mais c'est colonne aux 30 pieds. OK, c'est intéressant. Donc, client, bon, mais colonne 30 pieds, ça représente quoi? Colonne 30 pieds par rapport à une colonne aux 20 pieds, ça va te coûter, puis là, il faut que tu donnes des chiffres précis à ton client, ça va coûter X de plus du pied carré. Fait que, est-ce que tu as une valeur ajoutée? Est-ce que tu loues plus cher? Est-ce que tu vends plus cher? De ne pas avoir des colonnes. De ne pas avoir des colonnes plus rapprochées, qui va te coûter tant de plus de centaines de milliers de dollars. Puis sois précis dans tes chiffres, puis sois concret, puis tu les aies calculés. Puis là, tu donnes des données concrètes, réelles, testées, puis valides. Le client, il va comprendre ce que tu lui expliques, s'il est assez hands-on. Puis, il va faire « OK, je comprends. » Puis là, c'est là que tu travailles avec ton architecte. Puis là, c'est là que la politique, elle joue. Puis, c'est que l'architecte, toi, est-ce que je te dérange vraiment dans ton aménagement? C'est quoi tes give and take? Qu'est-ce que tu as recommencé? Ça te coûte combien? Puis là c'est le jeu de travailler ensemble, travailler en équipe pour aller à un même niveau. Puis, je le fais avec les ingénieurs mécaniques aussi. Je l'ai fait avec Carbonic à l'époque. OK, tu fais... En fait, c'est de comprendre la discipline de l'autre suffisamment pour savoir c'est quoi qui a un impact sur ta discipline. Puis après, concrètement, il faut que tu sois capable de donner des chiffres précis à ton client. Si tu donnes des chiffres précis à ton client, il va comprendre où tu t'en vas, puis tu vas avoir de la crédibilité. Tu as de la crédibilité, tu bâtis la confiance. Puis si tu as la confiance, ben du recurring business. L'élément roule. Puis ça vient d'être capable de sortir dans le macro puis d'aller dans le micro, de faire le big puis le small. T'sais. Mais j'ai une question qui me vient. Puis je l'ai eu, cette question-là, avec Denis Tremblay, quand il parlait de son succès, un peu de sa recette, TLA. Ça devrait pas être
toujours comme ça qu'un ingénieur en structure fasse ce travail-là? Ben, tu sais, Tu vas by me the dire book. non pour garder ton lead, Non, mais... mais ce que je veux dire, c'est que by the book, chacun a son travail à faire, puis il doit être sur son X. Tu dois aimer ce que tu fais. Nous, chez L2C, on a essayé de se positionner, de dire, ben écoute, il faut optimiser les coûts, il faut se positionner dans le marché différemment, il faut travailler avec des matériaux que les gens ne veulent pas travailler. Comment qu'on fait ça? Puis, c'est pas vrai que tout le monde peut le faire parce que en gestion de risque, j'ai des compétiteurs qui préfèrent ne pas avoir à challenger les sous-traitants ou l'architecte, ou je ne veux pas challenger, ou travailler, puis tu sais, recommencer le travail parce que ça coûte de l'argent. T'sais, puis eux, en gestion de risque, il y a mieux en mettre un peu plus, des choses plus costaudes, comme ça, ça arrive au chantier, ils n'ont jamais de problème. Donc, faut que tu maîtrises ton code, puis c'est pas tout le monde qui choisit de gérer le risque différemment. T'sais, je prends l'exemple de SNC-Lavalin. Le même bâtiment fait par SNC-Lavalin, puis par L2C, il ne coûtera pas le même prix. Là. SNC-Lavalin vont se mettre une marge de risque beaucoup plus faible. Je l'appelle le risque, mais en fait, ils vont juste en mettre plus. Nous, on va gérer notre risque en allant plus loin dans le code, comprenant ce qu'on fait. On va faire des modèles plus avancés pour que le même bâtiment soit bien optimisé. Puis, on va aller parler à l'architecte en amont, on va aller parler au géotechnicien en amont, on va aller jouer dans ces intervenants-là. Donc oui, est-ce que tout le monde devrait faire ça dans le meilleur des mondes? C'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui a le même branding. C'est pas tout le monde qui souhaite être le numéro 1 au Québec en optimisation des coûts. Il y en a qui préfèrent peut-être être le numéro 1 au Québec en, je sais pas moi, en bâtiment en porte-à-faux. Je sonne au hasard, là, mais chacun peut avoir son brand différent, puis c'est correct, il y a de la place dans le marché pour ça. Puis, ça demande beaucoup d'efforts de faire ce qu'on fait chez L2C. Ça demande d'être là en amont. Des fois aussi, il y a des dommages collatéraux. Là, moi, j'ai eu des architectes qui nous ont détestés pendant des années à cause de ça. Puis aujourd'hui, c'est des super bons partenaires d'affaires. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on l'a fait, on était malhabiles. On apprenait la game politique. On apprenait comment implanter des changements, comment faire des petites victoires. On le faisait mal au début. Puis on s'est fait détester par certains architectes. Puis c'est correct, ils ont bien fait de nous détester. Mais aujourd'hui, c'est des bons partenaires d'affaires, puis on travaille bien ensemble parce qu'on a eu un fight, on s'est battu. C'est comme un bon partenaire d'entraînement. Là. Si tu te pètes la gueule un peu, puis une couple d'années, tu te revois, puis tu te serres dans les bras, puis tu es content. Ben, c'est le fun de passer par ces étapes-là. C'est hyper malhabile, mais il fallait le vivre pour comprendre comment ajuster notre tir. T'sais. Puis notre tir en 2015-2016 n'est pas le même que notre tir en 2020-2021, qui est beaucoup mieux ajusté, beaucoup mieux aiguisé, qui comprend mieux les enjeux de chacun. Parce que pendant ces 6 ans-là, on a appris à comprendre les enjeux de chacun. Bien, il y a aussi le fait que là, vous êtes rendu combien? On est une cinquantaine, 52, 53 à peu près. Ouais. C'est ça. Vous repartez la business à 6-7. Puis là, vous êtes rendu 52, 53. Il y a de l'expérience en arrière de la cravate qui est rentrée. Il y a des nouveaux comme sûrement des seniors qui sont venus vous rejoindre. On a toujours grossi beaucoup par l'interne. On avait créé chez LEC une espèce de plan de développement qu'on est toujours en train de créer, là, qu'on veut mettre sur papier de façon solide. Mais pour nous, on a beaucoup engagé. On avait des techniciens seniors. Ça, là-dessus, on était chanceux. Mais au niveau des ingénieurs, c'était beaucoup par l'intérieur. On prend un jeune qui a une maîtrise, qui a du talent, qui est brillant. On l'encadre, on le coach un peu comme un intra-entrepreneur. Puis, on avait une façon de les former, de les amener à un autre niveau rapidement, puis de les rendre autonomes rapidement à la méthode L2C. Ça a super bien fonctionné. À l'époque, ton partenaire, JS, il me disait tout le temps, je comprends pas comment ça fait pour être partout, puis que les plans sortent pareils. C'est en étant complémentaire avec mes associés, puis avec notre plan de développement qu'on mettait à l'interne, chacun fait son bout dans lequel il est très fort, qui est sur son X, ce qui fait qu'on est performant quand on est au bureau, puis ça nous permet d'être partout, de devenir un peu la référence dans certains secteurs, puis d'avoir une pérennité à cause de la complémentarité, puis à cause de l'équipe derrière, elle livre, puis tu sais, il y a des partners, mais les gens, ils tiennent ça à cœur, ils tiennent la compagnie à cœur. Les gens prennent leur rôle, ils sont très, très responsables, je dirais. Oui, vraiment. On a quand même vraiment T'as un corps assez solide. On a un corps solide, on a un brand qui croit à l'équipe aussi, ce qui fait que les gens, quand il y a un coup à donner, ils le donnent. Ironiquement, la construction, c'est fou présentement. On a toujours essayé d'avoir un bon partage travail-famille ou travail-sport, pas trop d'heures supplémentaires. La réalité, c'est qu'en 2021, on s'est fait ramasser là, les contrats. C'était incroyable comment ça pleuvait. Tout le monde a eu la même chose dans le marché. Puis ça nous a fait réaliser, OK, ben quand il y a des vagues de même, puis c'est déjà arrivé dans le passé, comment qu'on se prépare? Fait que là, c'est le fun. Ce coup-là d'entrepreneur, d'avoir eu un gros rush, ça me dit, bang, écoute, ça ne nous a pas mis à terre, mais l'équipe a eu une vague. Ben, comment dans le futur, on va faire un mapping, comment on va positionner l'entreprise pour éviter ces vagues-là? Comment on va jouer avec nos ressources clés? Comment on va être capable de prendre ces absorptions-là? Puis, encore une fois, c'est tout le temps des coups qu'on a comme ça qui fait qu'on réagit
pour le 2-3 coups plus tard, tu sais. C'est comme ça qu'on se positionne, mais heureusement qu'on a une fondation qui est solide, on a une belle équipe, ce qui nous a permis d'ouvrir un bureau à Québec, tu sais. Ben oui, en 2017. Exact, tu sais. Puis c'est beau comment tu parles de ton équipe, de tes partenaires, tu sais. Tu as une belle humilité en disant, regarde, lui est fort là, puis il est meilleur que moi là. Tu sais. Tu veux-tu parler un peu de tes partenaires? Parce que moi, je les connais, mais j'aimerais ça peut-être que les auditeurs les connaissent un peu plus. Maintenant, on est rendu avec 5 associés chez L2C. Oui, puis le dernier, je vais t'en parler. Ah oui, OK. Bon. On commence avec, mettons, Pascal. Fait que dans le fond, on a fondé l'entreprise avec Pascal Martin. Dans le fond, il y avait moi, Pascal Martin. Pascal, dans le fond, il a un background comme technicien dans le BIM. Fait que dans le fond, il a tout géré l'équipe technique. Puis même quand on avait démarré autant L2C que LGL, il était quasiment tout seul de tech au début. Là. On était comme 4 ingénieurs, puis c'est lui qui feedait. Puis puis c'est un gars qui est un Gaspésien. Puis juste un Gaspésien, mais ça fait partie de sa personnalité. C'est un gars du vrai monde, puis très humain, puis très dans l'émotion, très dans l'émotion. Fait que vraiment, là, c'est un people person à ce niveau-là. C'est lui qui dirige l'équipe technique depuis des années. Puis, on l'a entouré d'une équipe de gens qui aimaient ça faire de la programmation, ces choses-là. Fait qu'il les laisse aller, il les encadre. Puis, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est un gars qui est proche des gens, qui les écoute quand ça va un peu mal, ces choses-là. Fait qu'il fait vraiment un rôle assez solide de chef d'équipe. Puis, Pascal, ce qui est cool, il est un peu comme moi, nous, on n'est pas très hiérarchique dans la vie, puis on n'a pas peur de se dire les vraies choses. Fait que Pascal, quand ça marche pas, ou il voit un ingénieur qui fait un overdesign, pourquoi tu fais ça marche pas, puis il ne prendra pas par 4 chemins. Il va dire, hey, ça marche pas, puis ça, c'est une force dans le business, là, tu sais. Puis, avec sa personnalité, c'est un, comme tu dis, ça marche, là. Il est capable de dire ça, puis que le message passe facilement. Oui, parce qu'il le fait à sa façon, tu sais. Yeah. Fait que ça, c'était écœurant. Martin, lui, il a une maîtrise en structure. Fait que c'était comme notre geek de l'époque. Puis lui, il voulait pas faire de développement affaires, il voulait s'occuper de l'équipe technique puis monter les éléments. Fait que Martin, c'est le gars qui est hyper travaillant. C'est le gars que ça fait 8 ans qu'il est dans le jus. C'est drôle, il est tout le temps dans le jus. C'est drôle, plus je te connais, on dirait que t'es dans le jus. Mais c'est parce que lui, il veut s'assurer que les plans sont sharp, que tout est là, qu'il répond au monde. T'sais, moi, puis là, on faisait beaucoup de coaching au début de l'entreprise. Là, aujourd'hui, 8 ans plus tard, 6 ans plus tard, de L2C, moi, j'en fais différemment du coaching que lui. Mais lui, il est vraiment hands-on sur les plans techniques, ce qui se passe, le contrôle qualité qui est là. Ça a été hyper important parce que dans le fond, quand il y avait un rush, il fallait que ça sorte, puis tel employé, ça sortait pas, mais c'était Martin qui pognait la balle au bon puis qui s'assurait que ça sorte pareil, tu sais. Fait que cette synergie-là de complémentarité était hyper importante. Tu sais, moi, j'étais là en amont à challenger les géotechniciens, à travailler avec l'architecte, à avoir des visions, à dire, OK, c'est très en zone sur les coûts de construction. Tu avais Martin qui était là, d'ailleurs, qui faisait le code, qui fait raffiner, faire des modèles en coachant les différents collègues. Fait que la synergie était incroyable, tu sais. Puis, notre nouvel associé, lui, il est là depuis le début aussi dans la L2C. Il était là comme ingénieur. On va en reparler après, c'est ce que tu disais. Puis, Martin, puis Pascal, eux, ils ont toujours été plus conservateurs. Il faut établir les bases. C'est dans leur tête. Encore aujourd'hui, il faut encore établir les bases puis mettre les choses qui sont solides. Moi, je suis l'inverse. Je suis le gars qui rentre dans le mur puis on ramassera les briques après. Fait qu'à un moment donné, je leur dis écoute, on a un client qui s'en va à Québec, qui était Chartwell MD Bâtimo. Je dis comme, on va ouvrir un bureau à Québec. Tant qu'il y a à faire un projet à Québec, il y en a 2 qui s'en viennent. Donc, il me dit, mais on n'est pas sûr, les bases, les plans sont pas encore setés. OK. Dans 2 mois, j'ai besoin que ça soit là, moi, je commence à parler du monde à Québec, tu sais. Puis là, je rencontre JP qui est un gars qui avait juste besoin une petite pousse, poussée, là, tu sais. Fait que là, moi, je le vois, je le rencontre, super personnalité. Mais tu sais, JP, c'est l'exemple classique, là. Je reviens à mes exemples de samouraï, là. C'est un gars qui était au champ de bataille, il avait juste un petit couteau. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, on a fait avec JP, qui avait tout le talent, j'ai donné un sabre, j'ai donné un cheval, j'ai donné une armure, j'ai donné les outils pour aller au combat, tu sais. Il y avait juste pas les outils. Personne n'y avait jamais donné des outils parce qu'il n'avait pas rencontré les bonnes personnes. Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour être un samouraï numéro 1, tu sais. Fait on l'a encadré dans le bureau, dans l'ouverture du bureau. On a eu beaucoup de communication ensemble, du coaching, je vais dire, high level parce qu'il l'avait déjà, tu sais. Ouais. Puis c'est un entrepreneur que tu as pris puis que tu as amené. C'est ça. Dans le fond, lui, il avait juste besoin de quelqu'un qui dise, hey, je vais t'assurer un salaire, là. Puis c'est à peu près tout, là, tu sais. Puis après, ben là, j'ai montré, OK, voici comment ça va marcher. Voici ce qu'on va viser à Québec. Fait que, tu sais, il y avait quand même un business plan derrière ça. J'avais montré un business plan. Voici comment on va arriver dans le marché de Québec. Puis quand tu es sur le marché de Québec, ce qui est hyper intéressant, contrairement à Montréal, c'est qu'il n'y a pas de films spécialisés en structure de bâtiments privés. Puis L2C, c'est ça qu'on fait. Des films de structure spécialisés en bâtiments privés. Puis privé, je m'explique, c'est que le client souvent est privé. On fait des projets publics par la bande en design build, mettons avec Pomerleau, mais
99% de nos contrats, le client est privé. Puis à Québec, ça n'existe pas. Tout le monde fait un peu de public, un peu de privé, ou ils font structure civile, ou un mélange de ça. Chez nous, on va se positionner, on va faire juste du privé, puis on va être les meilleurs à le faire. Tout aussi simple que ça, puis on va le démontrer comment le faire. Puis non seulement ça, on arrive avec 400 unités de Chartwell pour démontrer qu'on est les meilleurs. Fait que, on est arrivé dans le marché, puis on a ravagé le marché. Parce que les entrepreneurs locaux comme Dynamo, TB4, les promoteurs comme ImoStar, ils ont vu nos constructions, la qualité de nos plans. On est en avance de loin sur ce qui se faisait à Québec quand on est arrivé, puis encore aujourd'hui, parce que c'était un marché local qui travaillait relativement local, puis il ne travaillait pas avec une méthode privée comme ça peut être dur à Montréal, où tu te fais beaucoup plus challenger. À Montréal, la game est beaucoup plus rough, tu te fais beaucoup plus challenger, tu as beaucoup plus de compétiteurs. Fait que quand tu arrives avec ces outils-là, puis là, ça va te battre dans le marché de Québec, puis toi, tu as le tank, tu as le bazooka, tu as des jets, tu as des drones. Tu étais bien équipé. Non? Ben, c'est parce que tu as vécu l'Afghanistan à Montréal, là, fait que tu étais équipé pour te battre. Fait que quand tu arrives à Québec, ben, tes outils sont pas mal plus sharp que la compétition. Puis là, le défi, c'est toujours que ta compétition qui voit tes outils, qui veulent faire la même chose, puis te garder up. Fait que dans le marché de Québec, on a ravagé le marché à cause qu'on avait les outils, l'expertise, puis on avait un key guy qui était là avec une personnalité exceptionnelle. Tu sais, Jean-Philippe, tu le rencontres, tu tombes en amour avec lui tout de suite. Tu sais, c'est inévitable. Fait que c'est ça qui s'est passé à Québec. Puis là, ils sont une quinzaine à Québec, là, à peu près dans le bureau. Puis l'ambiance est cool. On a acheté le bureau dans lequel on louait, finalement. Fait qu'on a un condo commercial de 2 étages. On s'est fait un gym au 2e. Fait que c'est vraiment cool comme ambiance. Puis là, on est en train de faire la même chose à Montréal. On va faire un gym dans le bureau aussi. Fait que... Puis ça a été important. Je parle du gym, mais j'ai pas parlé de l'ambiance L2C, mais... j'aimerais ça qu'on parle de Guillaume avant. Oui, parce que il faut pas l'oublier, Guillaume. Là. Fait mais je veux revenir sur l'ambiance dans vos bureaux parce que ça aussi, ça vous démarque énormément. Là, mais... On était dans les premiers à faire ça, là, si on veut, au Québec. Mais ouais, Guillaume, écoute, on parlait de samouraï, là, ça en est un vrai fighter. C'est un ancien athlète de hockey, dans le fond, en sport-études et tout. Il a commencé avec LGL, dans le fond. Puis lui... mais c'était un de vos premiers... C'était le premier ingénieur qu'on a engagé dans LGL. Puis c'était un Bright. C'était un Bright, c'est une taille. C'était un peu un robot aussi, Guillaume, là, à sa façon. Là. Mais c'était vraiment un Bright. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lui, il cherchait une petite firme pour commencer sa carrière. Il avait travaillé chez Pomerleau en stage, ces choses-là. Fait qu'il aurait pu avoir des meilleures conditions ailleurs. Il aurait pu... Mais il a dit, check, la vibe est bonne. Je veux une petite firme parce que je pense qu'il se voyait déjà dans sa tête comme associé. Je pense que c'était clair dans sa tête. Mais il agissait comme. Il agissait comme. Puis, je me semble que même en entrevue, il nous l'avait posé. Y a-t-il des possibilités de devenir associé? Fait que, tu sais, comme autant moi, je voulais devenir mon propre patron, c'était clair dans ma tête. Lui, je pense que dans sa tête, c'était clair qu'il voulait devenir associé, peu importe où il allait. Fait qu'on était chanceux, c'était avec nous autres qui a continué. Puis, ironiquement, au début, en entrevue, on ne l'avait pas pris. Ça, je ne savais pas. On l'avait pas pris. C'était un choix numéro 2, Guillaume. Un choix numéro 2. C'est sûr, je vais le niaiser quand je vais le voir avec ça. Ben moi, c'était mon choix numéro 1, pour être franc. Mais, en fait, on avait passé un gars qui a 3-4 ans d'expérience. On disait, hey, ça serait plus pratique d'avoir un gars d'expérience. Il nous avait dit oui, puis finalement, il nous avait dit non après. Puis là, moi, j'avais tout de suite appelé Guillaume. J'écoute, j'ai vraiment aimé ton entrevue, tu commences avec nous autres. Puis, tu sais, il nous a dit oui. Puis il a commencé avec nous autres. Mais ouais, initialement, mes associés, Olivier Martin, même Pascal, alors, on aurait plus besoin d'un gars de 4-5 ans d'expérience comme nous autres, ça serait plus facile, serait autonome, Tu sais, le discours qu'on a tout le temps. Ouais. Puis moi, j'ai jamais été beaucoup dans ce discours-là. J'ai toujours été, on est mieux de prendre une perle avec du talent, là, comme un JP à Québec ou un Guillaume à Montréal, puis l'amener à la sauce L2C, le drag up à la sauce L2C. C'est sûr, c'est pas scalable à l'infini. Là. Quand t'es 200, des fois, il faut que tu prennes une bonne expérience. On vient d'engager d'ailleurs une directrice à Montréal là, qui a 10 ans d'expérience. Mais ça pour dire que quand on était 4, je préférais prendre quelqu'un puis de dire, check, on va te former comme entrepreneur. Puis il a toujours agi avec une maturité incroyable. Puis ça, on retrouve ça chez les athlètes. Hein? Les athlètes de haut niveau qui font du sport-études. Moi, j'ai coaché des adultes en karaté quand j'avais 13-14 ans. Cette maturité-là, tu la retrouves chez certains types de personnes qui ont poussé certains éléments, pas juste le sport, mais on le retrouve, j'imagine, dans la musique ou en d'autres, mais une maturité puis une discipline de vie. Puis lui, il l'avait. C'était là. Puis c'était une éponge, il absorbait, puis il y avait une autonomie, une maturité. Puis il a toujours agi comme un associé. Fait qu'en 2019, qu'il est devenu associé? 2020. En 2020, il est devenu associé.
Puis, en fait, il est devenu associé, je vais dire 2 fois. Il a vendu au début 3% de la compagnie, puis il a racheté encore récemment un autre pourcentage là, à Pascal là, de l'entreprise. Fait qu'il prend encore plus de place. Puis pour moi, c'était hyper important, pas parce que Guillaume avait du talent, mais parce que moi, j'étais déjà en mode, qui va faire ma job tout à l'heure? Puis, tu l'as, ton gars, là. Puis c'est quoi ma relève? Puis où on s'en va? Moi, j'ai toujours été en mode relève. Puis, c'est comme je dis tout le temps aux gars, moi, je m'aide le matin, là. Jean-Philippe, c'est un os en développement d'affaires. Puis Guillaume, il a tout appris ce que je sais en technique. Moi, je ne savais plus à rien dans l'entreprise, tu sais. Fait que j'ai toujours été en mode relève, tu sais. Les entrepreneurs, ils disent, première chose que tu fais de day one quand tu commences une job, c'est de former quelqu'un qui peut faire ton travail pour que tu puisses faire d'autres choses dans l'entreprise. J'ai toujours été en ce mode-là. J'ai toujours été en ce mode-là. Puis j'ai été chanceux. J'ai croisé des personnes de talent qui ont été capables de donner à ce niveau-là. Puis j'ai eu des gens aussi qui ont cru à mes idées. Tu sais, pas toujours d'accord, mais ils m'ont suivi. Tu sais, Martin, Pascal, JP, Guillaume, je ne l'ai pas toujours bien formulé, mais à quelque part, ils m'ont toujours laissé le feu que j'avais d'entrepreneur, puis ils m'ont laissé aller. On te fait confiance, puis Colin, ça fait tout le temps par fonctionner. Des fois, on se pète un peu à gueule, mais ça fait tout le temps par fonctionner pareil, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, mes associés, financièrement, ça va super bien. Fait que je pense pas qu'ils regardent ça avec le recul, ils font comme, bon, ben, on l'a manqué. Puis moi, ben, allume mon feu, puis on va continuer à s'amuser, tu sais. On va toujours le faire dans une logique de gestion de risque. Je ne mettrai pas personne en faillite parce que je me mets la pression du capitaine de basketball, là. Moi, je suis un peu père de famille, là, tu sais. C'est comme quand Guillaume a acheté ses actions pour la première fois. Pour moi, c'était hyper important qu'elle allait pouvoir les payer, parce qu'il faut prendre un prêt, qu'elle allait les payer, puis qu'on allait être capable d'endosser son prêt, puis que ça allait être payé de telle façon, puis etc. Fait que pour moi, c'est hyper important que si les gens s'endettent pour créer de l'investissement, pour travailler pour nous autres, pour amener de la valeur ajoutée, je veux pas que tu prennes un risque inutile. Puis ça, je le prends sur mes épaules. Fait un peu comme de façon paternaliste, pour moi, c'est important de OK, on s'en va ailleurs, mais on va toujours gérer le risque. Ça revient tout le temps à ça, je prends pas de risque, mais je suis un entrepreneur. Puis Guillaume, aujourd'hui, ce qui est vraiment sharp, c'est que on se fait des passes à palette. Ça veut dire, moi, je vais faire une première approche, je vais expliquer au client ce qu'on fait, puis Guillaume va faire un delivery incroyable de calcul, de maturité, d'explication, parce qu'on n'a pas les mêmes skills, on est complémentaires. Fait que ce qui est le fun avec Guillaume, c'est qu'on n'est pas pareil, on est parfaitement complémentaires. Fait qu'on se bâtit une relève là-dedans. Comme Martin et Pascal sont complémentaires avec toi, comme JP aussi complémentaire avec moi. On se retrouve dans certains talents entre les associés, mais tout le monde ensemble, on est vraiment différents. C'est ce qui crée la base qui est vraiment, vraiment forte, là. Mais tu sais, il y a une chose qui vous unit, puis c'est souvent ça qui fait la force d'une équipe. Tu sais, vous avez les mêmes valeurs. Oui, bien en fait, c'est drôle, on en revient d'une formation à RH ensemble, là, où on faisait le mapping de l'entreprise. Puis avant de faire le mapping, on dictait où on veut aller, ces choses-là. Puis, ce qui revient tout le temps avec les 5, c'est on veut une pérennité. On n'est pas en mode court terme. Tu sais, j'en reviens à mon affaire de court terme, là, puis moi, j'ai jamais été en investissement court terme. C'est qu'on veut une pérennité. Tu sais, aujourd'hui, mes associés, j'ai aucune inquiétude pour leur retraite. Tu sais, financièrement, ça va bien aller, ça continue de bien aller, si l'entreprise va bien. Donc, tu sais, quand financièrement, t'es rendu très à l'aise, il te reste quoi comme projet? Tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu laisses, tu sais? Tu t'en vas prendre ta retraite, tu fais du vélo à Bromont, c'est sharp, mais tu sais, ça finit là, ça s'éteint. Donc, puis j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, je pense à Pascal Saint-Jean, à Monténissir ou d'autres compagnies qui ont juste disparu, puis il y avait un potentiel d'avoir une pérennité et puis une expertise. Puis les 5, on souhaite ça dès le 2C. Dans le fond, on souhaite déjà avoir notre élève. On cherche déjà finalement qui c'est qui va acheter nos actions pour refaire ce qu'on faisait en deuxième et troisième génération. On cherche une pérennité. Puis cette valeur-là, ce focus-là long terme, tout le monde là. Il n'y a pas personne qui attend sa dividende court terme finalement. Là, dis, hey, je veux tout de suite mon 100 000 ou peu importe. Là, on n'est pas là, on est dans la pérennité. Puis ça, cette valeur-là commun, ça fonctionne. Parce que dans ce temps-là, tu prends des décisions pour le long terme et non pour le court terme. Puis ça permet de faire des investissements, ça permet de focusser, ça permet de travailler en équipe. Puis cette valeur-là, c'est le point commun des 5. Mais tu sais, je le répète de podcast en podcast, puis tu sais, l'argent, c'est ça qui est spécial. Pour des gens qui ne sont pas entrepreneurs, l'argent, ils voient l'argent... On a notre, notre petit côté judo-chrétien, là, tu sais, qui a de la ils voient l'argent comme un but de l'entrepreneur versus les entrepreneurs. De ce que je vois, c'est un résultat. Ben, c'est beaucoup de choses, l'argent. Puis c'est surtout pas un but, en fait. Là. Non, si tu vises l'argent comme un but, tu vas être malheureux toute ta vie. L'argent, c'est un outil de travail.
C'est un outil qui permet de réaliser des projets, puis c'est un outil qui permet de gérer tes risques, puis c'est un outil qui te permet de réaliser tes rêves. Puis l'argent, comme on dit, c'est un résultat de si tu as bien utilisé tes outils, si tu as bien placé tes éléments, ben c'est un peu, ça peut être ton bulletin. Tu peux le voir comme ton bulletin. Mais après, une fois qu'il est là, une fois que le résultat est là, ben, c'est quoi ton prochain objectif? C'est quoi le chemin pour te rendre? Puis par où tu vas passer? Il faut vraiment que tu le voies comme un outil pour développer ce que tu veux faire. L'argent peut t'amener sur ton X, mais peut te sortir de ton X aussi si tu n'as pas le bon focus à la bonne place. Parce que l'argent, tu peux en perdre aussi. Tu peux en gagner. Fait que ça peut t'amener dans les deux sens aussi. Là, fait que si tu focuses l'argent comme étant un outil pour réaliser des projets, que c'est pas tabou, tu es capable de parler de moi, j'ai tel chiffre d'affaires, puis on fait tant. Pourquoi on fait tant? Parce qu'on fait telle productivité. Du moment que tu décomplexes cet élément-là, ça devient facile de le voir vraiment comme un outil de travail. Tout à l'heure, je parlais du tank puis de la grenade. Là, c'est un outil de travail pour aller à la guerre qui te permet de gérer tes risques, faire des investissements, peut-être dépasser tes compétiteurs. Puis si tu le vois juste comme nécessaire à te payer un chalet, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux parce que t'as beau avoir 10 milliards dans ton compte, si tu réalises rien, si tu ne te valorises pas personnellement, tu vas être malheureux, tu ne seras pas sur ton X. T'sais. Donc, il faut vraiment le voir de cette façon-là. Puis ce qui est intéressant avec l'argent, c'est qu'à un moment donné, tu peux atteindre tellement une aisance financière que tes décisions pour te rendre heureux vont être différentes, vont être orientées par d'autres éléments. Puis ça, c'est le fun parce que tu l'agis de différents moments dans ta carrière. T'sais, moi, quand je partais à l'université, j'avais 6 000 par année, je peux payer un appartement, l'université, ces choses-là. Donc, j'ai vécu, on dit, dans la pauvreté, mais c'était pas grave. J'utilisais l'argent comme un outil pour réaliser juste le minimum de ce que j'avais besoin pour atteindre mon objectif. Fait que même chose, quand tu en fais beaucoup, ben OK, cet argent-là va te servir à quoi? Ça va être quoi ton objectif? Ça peut être ta retraite, c'est correct aussi, mais quand tu as 37 ans, peut-être ça serait le fun d'avoir d'autres objectifs. Il t'en reste un peu. Il m'en reste un peu, OK. Fait que comment que je peux utiliser cet argent-là pour valoriser les gens autour de moi, les amener à un autre niveau? Comment je peux utiliser cet argent-là pour réaliser des projets personnels de valorisation, autant familial que personnel que d'entrepreneurship? Donc, ça devient un outil de travail pour s'amuser. T'sais. Si tu ne l'utilises pas comme un outil de travail pour t'amuser, ben, il y aura juste. À quoi ça sert de vivre rendu là, À quoi ça sert de vivre? Fait que moi, je le vois comme un outil. Puis, je souhaite qu'au Québec, puis là, aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif de parler d'argent, mais je souhaite qu'on soit capable de faire des fois comme les Américains ou comme les Européens, de parler de l'argent comme c'était normal. De dire, ben écoute, L2C, quand on a commencé, on avait à peu près 500 000 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est rendu à presque 9 millions. Puis personne n'était comme, tu viens de dire ton chiffre d'affaires. On s'en fout du chiffre. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comment tu vas le structurer, c'est quoi l'objectif de t'aller là, puis tu t'en vas où après. Puis comment tu vas le faire, comment tu vas évaluer ta productivité, puis comment tu vas utiliser ça comme un outil. Ça ne devrait pas être tabou, l'argent. Puis je sais pas, c'est parce qu'on est un background judéo-chrétien. Je pense que ça se démocratise avec les milléniums, mais ça devrait être facile. Puis c'est ça qui est le fun de parler avec un entrepreneur ou un autre businessman, c'est qu'il va te parler de l'argent comme il te parle de sa collection de bouteilles de vin ou comme il se parle de ses enfants, parce que ça devrait être ça comme sujet. Ben oui, puis l'argent, là, je le répète, c'est un résultat. Ouais. Tu parles de ton bulletin. Ouais. Tu parles pas d'un objectif. Ouais. Tu parles de ton bulletin. Il y a tellement d'actions qui s'est faites en arrière de ça. Puis des fois, il y en a qui ont travaillé très fort, mais ils ont commis certaines erreurs qui font en sorte que l'argent n'est pas au rendez-vous. Parfait. Cette personne-là, es-tu plus malheureuse? Es-tu plus heureux? Pas vraiment. Puis l'argent, c'est juste un chiffre avec un nombre de zéros en arrière. Là. C'est tout. Fait que c'est juste ça. Puis aux dernières nouvelles, quand tu vas à l'épicerie, tu vas à la même place que tout le monde. Puis. Moi, j'applique encore, j'en ai-tu vraiment besoin? Là, exact. Non, ben c'est ça. C'est la journée que tu as assez d'argent pour tout te payer que là, tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'autant. T'sais. Mais en fait, c'est que du moment que tu sais que moi, j'ai vécu ce que j'ai parlé plus tôt, du moment que tu as perdu cette attache-là, puis c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier, c'est comme moi, j'avais plus de paiement de rien. Ma vie me coûtait rien. Puis j'ai trouvé ça comme une libération. Je fais, non seulement c'est plus tabou, ma vie me coûte rien. Ben écoute, c'est le fun. J'étais un outil pour prendre plus de risques, partir des business, ces choses-là. Fait que j'ai beaucoup aimé ça, puis ça m'a permis de changer le mindset puis d'avoir ce recul-là. Mais pour ça, il faut que tu passes par certaines étapes pour y arriver. Puis c'est le fun, ces étapes-là, là, d'arriver à ce confort-là, de dire, je peux l'utiliser comme un outil, puis c'est plus juste une nécessité à chaque jour. Jean-René, on arrive déjà à la fin du podcast. Ah oui, OK.
il me semble, puis je le dis à toutes, mais là, je sais même pas si j'ai atteint 3 questions. J'en avais plein d'autres que j'aurais aimé te parler. Avant qu'on mette, qu'on termine l'épisode, j'aurais une question pour toi. C'est quoi ta plus grande fierté de ce que tu es rendu aujourd'hui? Ben, comme papa, je pense que c'est facile de dire nos enfants, là, tu sais. Mais en fait, tu sais, moi, j'ai fait du coach, des coachs et des professeurs. Je suis fier vraiment de des gens qui réussissent puis que j'ai contribué à leur succès. Fait que, au niveau business, je suis fier de 2 grands éléments. Je suis fier de mes mentors qui m'ont influencé. Je parlais avec des Christian Faubert, à des Marc Dubuc, qui m'ont influencé quelque part sans le savoir, dans des bonnes décisions, m'ont donné des conseils. Je suis fier de ces gens-là. Puis je suis fier aussi, mettons, des gens que j'ai recrutés puis que j'ai un peu aidé à se voler leur professionnel. Je pense à Jean-Philippe, à Guillaume. Tu sais, moi, Martin puis Pascal, on est partis au même niveau. On est comme les coachs, on est comme les pères de ça. C'est plus, je pense pas, on s'aime beaucoup, mais c'est pas nous qui nous ont élevés comme des enfants, mais des fois, je vois un peu Guillaume puis JP comme mes enfants de business, tu sais, qui m'ont dépassé aujourd'hui. Fait que je suis fier d'eux, tu sais, de les voir un peu comme la relève, un peu comme je suis fier de Tom quand j'ai fait faire du ski à 3 ans, puis Léa puis Flavie, Flavie commence à marcher. Léa, elle a 2 ans aujourd'hui, commence à parler. On est fiers de nos enfants. Fait que business-wise, je suis fier de ce que mes mentors, je suis fier de leur carrière parce que ça m'a influencé positivement. Puis je suis fier, tu sais, de mes associés qui ont quasiment le même âge que moi, finalement. Mais tu sais, dans le fond, j'ai un peu contribué à leur succès. Puis aujourd'hui, ben, c'est eux qui me renvoient la balle. Tu sais, un peu comme un papa qui les voit aller, là. Puis ça, c'est le fun un peu on dit d'être fier d'adulte, tu sais. C'est un peu weird, mais moi, je le vois un peu comme ça, tu sais, mon côté paternaliste. Mais autant, je suis fier des gens qui m'ont influencé que je suis fier que j'ai peut-être eu une influence sur les gens. Ça, je trouve ça valorisant, là, tu sais. C'est encore une fois tout à ton honneur, tu y vas dans l'humilité, mais moi, je vais te dire une chose, je suis très fier de l'entrepreneur, mais de l'homme aussi que tu es rendu. On s'est connus quasiment en sortant de l'université. Tu es un gars hyper inspirant. Je pense que les gens vont adorer les 2 épisodes. Tu es un gars qui m'a donné des frissons parce que tu m'as fait revivre un peu par où j'ai passé. Puis, je fais juste te dire, t'as de quoi être fier de toi, man. Excuse-moi, mais ça t'a fait vivre les crises économiques qui ont... mais t'as de quoi être fier de toi. T'as bûché hyper fort dans la vie pour avoir ce que t'as. Puis je pense que t'es un exemple, puis je crois que tout le monde devrait avoir un Jean-René Larose comme body pour ce que tu nous inspires. Merci Bruno, c'est rare qu'on entend ça. À repartir avec une bonne journée, c'est exact, clair. Mais on ne reçoit pas toujours beaucoup de tapes dans le dos dans notre domaine non plus. Fait qu'on c'est ça. Puis je te le donne. Puis la raison pourquoi je voulais t'avoir, oui, ton histoire me passionnait, mais aussi l'homme en arrière de ça. Puis je fais ces podcasts-là pour vivre exactement cette émotion-là. J'espère que les auditeurs l'ont vécu autant que moi je l'ai vécu. J'ai encore de frissons. Fait que je voulais te dire un énorme merci. Je sais que tu es occupé par-dessus la tête. Merci d'avoir libéré ton temps. Je sais que ça a pris une couple de fois pour qu'on s'en prenne, mais là, ça s'est fait. Ouais. Je veux remercier aussi Antonella, Mylène. Merci les filles pour tout le stock marketing que vous faites en l'entour du podcast. J'apprécie beaucoup. Merci Fred Lajoie, Nico Bry pour m'avoir dit oui à ce fameux podcast puis pour permettre de voir ce qu'on voit et écouter ce qu'on a vécu aujourd'hui. Merci à Nick à la console. Ton travail est exceptionnel. T'es un tech écœurant. Puis merci beaucoup de me supporter là-dedans. Puis merci à toi, Jean-René. On se revoit pour les auditeurs la semaine prochaine avec une autre histoire et un autre parcours d'un autre entrepreneur. Merci Bruno. Tu étais vraiment sharp comme animateur. C'était vraiment cool. Merci. Bonne semaine. Ciao. Bye.